et bienvenue pour ce lettre de la série à voir. On continue la fameuse rétrospective des Harry Potter avec Harry Potter 2, Harry Potter, là j'y arrive plus à parler déjà, c'est mal barré. Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est sorti le 4 décembre 2002 et qui était aussi réalisé par Chris Columbus, toujours scénarisé par Stephen Kloves. Je l'ai vu à la télé et en version française. Et j'ai pu le voir aussi en version italienne et en version anglaise. Alors je rappelle juste rapidement avant de continuer cette fameuse rétrospective d'Harry Potter qui a commencé avec bien sûr Harry Potter and the Philosopher's Stone, fidèlement traduit Harry Potter à l'école des sorciers évidemment. Je rappelle donc mon angle d'attaque. Je ne suis pas fan de la série, j'ai pas lu les livres. A priori les fans, je ne suis pas fan du travail de David Yates, donc qui a fait les 4 derniers, c'est quand même beaucoup sur 8 films, mais je me laisse la possibilité de les revisionner, donc qui sait, si ça se trouve j'aurais peut-être fait évoluer mon point de vue, j'aurais peut-être changé d'avis en chemin. En tout cas, je voulais vous rappeler ça, et ce qui m'intéresse grosso modo le plus, c'est que c'est ce projet assez fou d'avoir fait une adaptation de 7 livres en 8 films sur l'espace de 10 ans, ce qui était un projet gargantuesque et créativement et artistiquement très intéressant, et donc, qu'en est-il des résultats, maintenant que nous avons quasiment 10 ans, que nous sommes quasiment 10 ans plus tard. On continue donc. Oui, je rappelle juste que je spoil à mort, je spoil comme un fou, donc si vous ne les avez pas vus, ce serait dommage de vous faire spoiler la face, sinon on embarque dans le petit train pour Poudlard. C'est superbe. Je me sens d'humeur très très poétique aujourd'hui. Donc pour être plus sérieux, pour une analyse très intéressante et approfondie sur les films Harry Potter, notamment en termes de plans, qui est une analyse très précise de quelqu'un qui a lu les livres et qui a vu les films en étant fan des bouquins, si je dis pas de bêtises, il faut mater les vidéos de Durandal, je vous les mets de toute façon, je vous mets ces fameuses rétrospectives en 4 parties dans les liens de la vidéo. Notamment, je vous mets en lien plus précisément la partie sur Chris Columbus, je ferai pareil sur Alfonso Cuarón, puisqu'elle a fait un épisode double avec Alfonso Cuarón et Mike Newell, donc il y aura ce lien-là, et les 2 vidéos sur David Yates et les 4 derniers films de la série. Donc si vous avez jamais vu cette rétrospective, allez-y, elle est vachement bien. Et en plus, je vais un peu m'appuyer dessus, je vais peut-être réagir parfois. Normalement, j'expliquerai assez clairement à quoi je fais référence, mais dans le meilleur des cas, vaut mieux vous faire votre propre avis déjà sur la vidéo de Durandal, qui est, encore une fois, très intéressante. Si vous ne connaissez pas Durandal, évidemment, n'hésitez pas à aller voir son travail, notamment Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, qui est très 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 intéressant, provoquant évidemment, mais très intéressant. Donc nous y voilà, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Columbus revient, Columbus is back, Chris Columbus qui avait déjà réalisé le premier. Alors j'ai pas dit quelque chose clairement dans la première vidéo, tout de suite pour faire une première parenthèse, un premier point plutôt de nuance. Chris Columbus est un académique. C'est un vrai académique, un style de réalisation, on va dire, très efficace, qui utilise les codes, on va dire, du cinéma depuis, grosso modo, qui ont été acquis depuis l'arrivée du parlant, grosso modo. Et du coup, on va dire qu'il rajoute à ça un petit côté cool et efficace, très années 90 dans son style, qui malheureusement aujourd'hui a l'air dépassé et un peu lourd dans les effets de style, notamment concernant la mise en scène des parents, si on doit prendre l'exemple des Harry Potter, des parents adoptifs de Harry, avec cette mise en scène très... ça fait vraiment film pour la famille des années 90, comme des trucs comme Denis la Malice ou ce genre de choses, où les personnages ont l'air d'être un peu en plastique, comme ça on travaille beaucoup sur le côté bombé, rosé des visages, on exagère beaucoup la lumière, on leur donne un côté comme ça monstrueux, mi-cartoon, mi-monstrueux, qui fonctionnait très bien dans les années 90 et qui maintenant est devenu presque chelou quelque part, quoi. Mais je reviendrai là-dessus probablement dans ma critique des Harry Potter 3 et 4. Et donc ce style est un peu maintenant, fait un peu lourd, fait un peu exagéré dans les années 2010, je pense. Notamment parce que le public a un œil plus averti, parce qu'il consomme beaucoup plus d'images, tout simplement, que dans les années 90. Et du coup, donc déjà, il est plus habitué, et il repère un peu plus les exagérations quand elles sont un tout petit peu trop élevées, mais encore une fois, c'est parce que le regard du public en général s'est affiné, à force de consommer 2, 3, 4, 5 fois plus de séries et d'images filmées qu'avant. Et en plus, peut-être que tout simplement les codes ont changé. Voilà, entre 90
et 2000, ou même entre 2000 et 2010, il y a plein de nouveaux éléments qui sont arrivés, qui ont été beaucoup plus fortement utilisés, comme le shaky cam. Alors des bons éléments ou pas, hein, je dis juste que c'est des éléments de vocabulaire qu'on trouve dans beaucoup de films maintenant. Le shaky cam, donc la caméra tremblante importée à l'épaule, tout ça, pour soi-disant plus nous immerger, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je reviendrai sur ce sujet-là une autre fois que j'aborderai un des films de Paul Greengrass. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Le jumpscare, donc le fait de faire sursauter le spectateur avec un élément qui n'est pas du tout dans l'image, de le faire sursauter par l'image suivante. Donc il y a une cut, il y a quelque chose qui arrive, qui est un des éléments les plus faibles en termes de vocabulaire de cinéma pour faire peur au spectateur, puisque tout simplement, quelque chose que le spectateur ne peut pas voir ou ne peut pas anticiper, bah, vous arrivez à le faire sursauter. Le problème, c'est que très très vite, ça devient évident, et que l'imagination du spectateur n'a pas le temps de jouer, on lui dit juste c'était là, c'est pas là, c'est là. Et le spectateur, c'est pas un bébé. À un moment donné, le côté cachette, ah là là, vous voyez le jeu qu'on fait aux enfants là, bah, il y croit plus au bout de la deuxième fois, troisième fois, et ça commence même à le gaver. Donc voilà, c'est ça le jumpscare. On a aussi le second degré qui est beaucoup arrivé, c'est-à-dire une culture qui a tendance à s'auto-centrer, à s'auto-référencer et du coup à faire preuve d'une certaine forme de recul en mode oui, on fait ça, mais vous savez bien que c'est drôle. Ça a commencé tout bêtement par le personnage de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, le nain, dans la série des films de Peter Jackson, qui était un comic relief, alors que dans le livre, il ne l'est pas du tout. C'est un peu le symbole comme ça d'une certaine forme de distance par rapport à cet univers, en faisant par exemple, il y a un moment, il fait référence à un moment notamment au lancer de nains, qui n'existe pas du tout dans le monde du Seigneur des Anneaux, enfin voilà, qui est complètement quelque chose de notre époque. C'est un exemple parmi d'autres, c'est peut-être pas le tournant historique, entre guillemets, où ça s'est produit, puisqu'il y en avait déjà avant, mais je trouve que ça symbolise bien c'est arrivé quelque part comme ça du second degré, comme un style et comme une manière de dire toujours au spectateur non mais c'est pas si sérieux que ça. Un cinéma hollywoodien qui a commencé à plus vouloir se prendre au sérieux et qui connaît un peu son pas culminant avec la série des Avengers paradoxalement, mais des films de super-héros Avengers, Captain America, Iron Man, toute la bande. Où il y a constamment un second degré qui bataille avec une certaine forme de mythe, du côté mythique de ces personnages-là, mais selon les films, dans certains films ça marche pas, et dans d'autres ça marche pas du tout, et ça se casse la gueule, c'est assez impressionnant. Je reviendrai là-dessus à l'occasion, mais si ça vous intéresse mon point de vue, je l'expliquais déjà un petit peu dans ma rétrospective sur les films Thor, où j'abordais notamment la question lors de Thor 2, Thor c'est quoi The Dark World, c'est ça. Et puis le style action-comédie qui est vraiment devenu beaucoup plus présent après les années 90, qui a commencé un peu dans les années 90, mais qui est devenu un style vraiment très fort dans les années 2000, où les films qui se prennent au sérieux ont de moins en moins eu de rapport au grand public, et au contraire, à part quelques exceptions, le reste du cinéma a vraiment tenté de maquiller constamment l'action derrière une couche très forte de comédie, au point d'en arriver à des films où l'action devient absurde, et d'y mettre de la comédie dedans, et de grosso modo combler les vides du scénario ou de l'absence de sérieux de l'histoire par une alternance entre comédie et scènes d'action absurdes. Le meilleur exemple étant les Fast and Furious, notamment à partir du 4e. Si ça vous intéresse à l'occasion, je ferai peut-être un retour sur les Fast and Furious, je l'avais déjà fait dans ma petite critique dans les premiers formats de HO qui duraient 3-4 minutes, même pas. Sur Fast and Furious 7, si je dis pas de bêtises, j'en parlais déjà, je crois. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est un peu l'action-comédie, c'est un peu ça, dans le style. C'est de l'action vraiment mouse. On a aussi les Transformers dans le même style. Et entre-temps, on a des séquences qui sont supposées faire avancer l'histoire, mais qui sont surtout des prétextes à des blagues, souvent assez limites, voire graveleuses. Mais c'est pas grave, ça peut être drôle. Mais là, en l'occurrence, chacun son humour, moi en tout cas, je suis pas client. Mais c'est un bon exemple de action-comédie, action-comédie, action-comédie tout le temps. Et à la fin, on essaie de se prendre plus ou moins au sérieux. Des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Je ferme la parenthèse, donc les codes ont pas mal évolué depuis les années 90. C'est des codes qu'on ne voyait pas ou qui ont vraiment mûri dans les années 2000. Donc tout ça explique un petit peu ce côté légèrement académique dépassé du style de Columbus. Mais globalement, je trouve que Harry Potter 2 est plus efficace et plus marquant que Harry Potter 1. Personnellement, bien que le style de Christian Columbus soit un peu daté, un peu empoulé, mais je reviendrai là-dessus. Bien que, comme je disais, c'est un point de vue très personnel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des critiques des Harry Potter, notamment des deux premiers. Il y a des gens qui adorent les deux premiers et qui estiment qu'on enchaîne les scènes cultes. Perso, je trouve que le premier, comme je l'expliquais un petit peu dans ma critique, ne dépasse pas une certaine intensité. Du coup, j'ai du mal à retenir des séquences. C'est assez étrange. Je ressors souvent de Harry Potter 1 en essayant de me souvenir un peu de séquences qui m'ont marqué. Et je trouve que c'est un film tout simplement qui est un peu plat. Alors, est-ce que le film est trop académique, trop sage en termes de réalisation? Est-ce qu'il y a un manque global d'intensité?
Est-ce que malgré l'univers qui est bien posé, le casting attachant, on n'arrive pas à dépasser ça? Est-ce que je suis tout simplement pas le public visé? Peut-être un peu tout ça. Peut-être un peu tout ça, il faut que je sois honnête là-dessus. Mais personnellement, je trouve que Harry Potter 1 manque de personnalité en contraste avec Harry Potter 2. Ou plus simplement, Harry Potter 2 est plus inspiré en termes de réal. Il y a plus d'effets... les effets spéciaux numériques sont mieux maîtrisés, donc plus justes. Hein. Je donnerai l'exemple notamment du serpent géant, du basilic, qui est superbe. Encore une fois, j'ai dit que ça allait spoiler de tous les côtés, donc là, tant pis pour vous. Hein. Je vous avais prévenu. Même si parfois certaines séquences avec le basilic, l'étalonnage n'est pas tip top, où il est un peu trop clair, je trouve. On dirait qu'il est posé dans l'image un petit peu, mais heureusement c'est des plans qui sont relativement courts. Mais globalement je trouve assez terrifiant. Notamment il y a une bonne utilisation des effets de perspective pour qu'on voit la différence de masse entre lui et Harry, que je trouve tout à fait sympa. Et qui fonctionne assez bien comme monstre de fin de film. C'est une bonne fin grâce à ça notamment. Le monstre de la fin fonctionne bien. Il a une bonne gueule, il est assez terrifiant, il est assez dangereux. Ça marche plutôt bien. Mais là en l'occurrence je dis que les effets numériques se sont améliorés entre le L2, c'est vrai, mais pas toujours. Il y a notamment une séquence avec des singes, je sais plus comment il s'appelle, où Gilderoy Lockhart libère des singes dans son cours. J'ai trouvé qu'ils étaient trop clairs par rapport à la classe, c'était un peu bizarre. Et mais à la limite, je suis un peu dur parce qu'il y a un plan, notamment le moment où Hermione arrive grosso modo à bloquer ses singes en faisant je crois que c'est Immobilis ou je sais plus ce que c'est, un sort qui les bloque tous comme ça dans les airs, qui est plutôt joli. L'effet de ralentissement d'un seul coup après l'agitation fonctionne bien, il y a un bon contraste. Mais je trouve que l'exemple pour moi qui est problématique dans Harry Potter 2 en termes d'effets spéciaux, c'est le personnage de Dobby, qui est un elfe donc esclave, et que Harry rencontre dès le début du film, et que je n'arrive pas, mais vraiment, j'ai beau voir le film, je n'arrive toujours pas à y croire à ce personnage, je le trouve pas vraisemblable. Je vois un personnage en 3D, au milieu d'acteurs réels. Je n'arrive pas à y croire. Et même quand ils ont des interactions et que c'est plutôt bien fait, même très bien fait, globalement, j'ai pas eu grand chose à dire, j'arrivais toujours pas à y croire. Je vois vraiment qu'il y a eu un souci à un moment donné dans la mise en place de sa carnation, de sa peau, je sais pas, qui fait c'est un personnage en 3D, quoi, tout simplement. Je n'arrive pas à voir autre chose que ça. Pour la petite parenthèse, je cite ça comme un défaut de 2018 sur un film de 2002. Non, le fait est qu'en 2002, Le Seigneur des Anneaux était déjà sorti, 2, si je dis pas de bêtises, et on avait Gollum qui arrivait et qui mettait un sacré coup de pied au cul de tous les personnages photoréalistes, entre guillemets, ou hyper réalistes, pour utiliser un terme des arts plastiques. Qui soit aussi réussi. Donc il y avait vraiment un côté, le travail sur Gollum a été excellent, et de l'autre côté le travail sur Dobby a été beaucoup plus, je trouve, anecdotique. Je préfère en contraste le basilic, vraiment. Donc voilà, si vous comparez, je trouve, Dobby à Gollum, même si Gollum maintenant a vieilli et qu'il y a certains plans où ça jure un peu dans le Seigneur des Anneaux 2, les 2 tours, globalement c'est quand même très très réussi, hein, Gollum. C'est beaucoup plus vivant dans les plans, dans l'attitude et ainsi de suite que Dobby. Pour 2 êtres qui ont finalement des styles assez similaires et qui ont une grosse importance dans l'histoire des 2 films, paradoxalement. Bref, donc voilà, Dobby c'est un petit peu le truc qui te montre que le film date de 2002. Parce qu'à chaque fois qu'il revient, tu te dis, ok, là, ce personnage en 3D, mais grave. Je suis repassé sur la PlayStation 2 ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ferme la parenthèse. Mais globalement, je trouve qu'Harry Potter, donc comme je le disais, Harry Potter et la Chambre des Secrets est plus inspiré. L'intrigue est efficace. Dès le début, on a un mystère qui met en place avec l'arrivée de Dobby qui dit à Harry de ne pas retourner à Poudlard, et ça propulse littéralement le film. Vraiment, ça fait démarrer le film tout de suite de manière très intense. Et ensuite, les mystères s'enchaînent sans s'arrêter. Hein. Il y a donc Dobby qui arrive au début. Ensuite, il y a la rencontre avec Gilderoy Lockhart qui paraît vraiment très limite, ce soi-disant chasseur de fantômes là, qui est. Enfin, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Ce sorcier qui a vécu plein d'histoires folles et qui essaie de vendre ses livres de manière très caricaturale. On comprend très vite qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis la rencontre avec Malfoy qui est très très bien, qui devient l'antagoniste, le père de Drago, Lucius Malfoy, qui devient un peu l'antagoniste de ce film-là et qui est très bien interprété par Jason Isaac. Je reviendrai dessus après. Après, on a le fameux mystère du mur de la gare qui se bloque pour Henry et Ron. On a la péripétie de la voiture où ils doivent rejoindre Poudlard en voiture volante. La menace du renvoi. La péripétie de la plante pleureuse, du sol pleureur notamment, qui arrivait avant en fait la menace de renvoi et qui défonce la voiture, qui est une séquence assez classe pour le coup.
puis la voix que Harry entend et les fameuses traces de sang, etc. On enchaîne vraiment très bien les séquences et on va dire les mystères successifs ou les péripéties s'emboîtent plutôt bien l'une l'autre, je trouve, même si on peut critiquer un petit peu la scène de la voiture volante qui est un peu longue pour ce qu'elle a à raconter, notamment parce qu'elle finit en plus sur le sol cogneur, donc un arbre énorme qui commence à fracasser la voiture parce que la voiture lui est tombée dessus. Et même si la séquence est assez classe, je trouve que plus le trajet en voiture, qui en final je trouve n'apporte pas grand chose en termes d'histoire, et pas, ça aurait pu être réduit, quoi. C'est un peu longuet. Mais je chipote parce que je trouve que globalement c'est assez spectaculaire pour faire passer la dragée et pour qu'on se rende pas compte qu'on ne raconte pas grand chose à ce moment-là. La réalisation est toujours académique dans ce Harry Potter 2. Il n'y a pas de grandes inventions, comme a pu l'expliquer Durandal. Je vous conseille de voir sa vidéo sur ce point-là, encore une fois, elle est très précise. Mais c'est une réalisation qui est juste. Mention spéciale aux effets de débulage. Quand Harry entend la voix du basilic, c'est-à-dire l'image est droite et d'un seul coup elle commence à partir penchée quand Harry commence à entendre la voix du basilic. Je trouve que c'est une des meilleures idées du film, parce que c'est déjà sur un nœud de l'intrigue, mais pour expliquer simplement techniquement, l'idée me plaît d'autant plus quand on sait plus tard que c'est un serpent, et que donc c'est un être qui glisse contre les murs et dans les tuyaux a priori de Poudlard. Et du coup le fait de quitter Harry comme ça, sensiblement, de manière comme un vertige, ça donne une sensation de vertige, et du coup on rejoint vraiment la sensation d'Harry d'être un peu perdu, d'entendre cette voix, de pas savoir ce qu'elle dit, de pas savoir d'où elle vient, en même temps en disant des choses horribles, en disant meurtre et ainsi de suite. Alors on n'a pas cette sensation d'horreur, mais la sensation de vertige que Harry peut ressentir, ça par contre elle est bien transmise, c'est un bon effet au bon endroit. Et en plus, ça rejoint, je trouve, et c'est une des meilleures idées du film, comme je disais, un nœud de l'intrigue. Harry pense parler normalement, alors qu'en fait, il parle le fourche-langue. Ça, c'est une très très bonne séquence du film, qui fait que le spectateur le voit du point de vue d'Harry, donc à des moments stratégiques. C'est le point de vue d'Harry quand c'est Harry qui est le personnage principal, quand on est avec lui, puis c'est le point de vue extérieur à Harry, quand on est au fameux duel et qu'il commence à parler au serpent en fourche-langue, c'est qui est classe, parce que dans le premier film on voyait parler un serpent, mais on pensait qu'il parlait normalement, ce qui fait que dans le deuxième, quand on le voit faire ça, on a la même sensation de surprise que les autres, puisqu'on se dit, tiens, maintenant il parle une langue bizarre, on a vraiment un moment de doute et de flou, et ça rejoint ce moment de doute et de flou que tout le monde a dans la pièce, les différents enfants, les profs, mais aussi Ron et Hermione. Et en plus, c'est très intelligent parce que ça maintient le suspense, jusqu'à ce qu'il nous explique ensuite pourquoi il y a eu incompréhension, qui a créé une bonne tension, encore une fois, chez les spectateurs, et qui démonte un peu ce truc de je perçois je suis Harry, je perçois les choses d'une certaine manière, et les gens extérieurs le perçoivent autrement. Ça, c'est vraiment un très bon taf de Columbus, parce que le nœud de l'intrigue est un nœud fort de mise en scène. Harry entend des voix alors qu'en fait, il parle en fourche-langue. Ensuite, Harry semble menacer un enfant avec le serpent, alors que le vrai moment de doute, de confusion chez les spectateurs, c'est ce moment-là où on se dit Harry commence à devenir démoniaque, et on sait plus ou moins qu'il partage quelque chose avec le Seigneur des Ténèbres, donc c'est plutôt classe. Pardon, à ce niveau-là. Harry explique ensuite son point de vue et la différence entre les apparences et la réalité. Et ça, c'est très très bon. Globalement, ce déroulement-là est vraiment très efficace et très marquant sur le reste du film, puisque c'est le nœud principal où Harry et Voldemort sont liés, encore une fois. Sur le fait que Voldemort a transmis à Harry inconsciemment sa maîtrise du fourche-langue, donc du langage des serpents. Alors, le petit bémol que je mettrais là malgré tout, c'est que peut-être que ce nœud scénaristique aurait pu se régler cinématographiquement. On aurait peut-être pu passer du fourche-langue quand Harry l'explique au langage réel, donc passer d'une perception extérieure à une perception interne à Harry. Ça aurait été plus direct et plus didactique, en croisant tout simplement les deux points de vue sur le même moment. Vous voyez, il commence à parler la langue des serpents, puis la caméra bouge, passe derrière lui, imaginons, et là on le voit qui commence à parler comme si qu'il avait commencé déjà sa phrase. Donc ça aurait pu être un peu plus, entre guillemets, didactique, mais bon, je chipote, Columbus est un académique, et donc il a fait le mieux possible avec son vocabulaire, et je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est un des nœuds du film, le lien entre Harry et Voldemort se commence à vraiment être beaucoup plus frontal. Ils se rencontrent à un âge similaire, ça aussi, ça fait beaucoup fonctionner l'histoire, et ça réagit à chaque fois sur ce premier lien, ce premier indice très fort, qui est qu'ils parlent la même langue.
personne ne parle cette langue-là, mais eux deux, oui. Et ça, c'est simple, mais symboliquement, émotionnellement, ça fonctionne très très bien. C'est un nœud qui est tellement bien géré en termes de film que le reste de l'intrigue coule de source, alors que il y a des gros effets, c'est pas très subtil, quoi, globalement dans l'histoire. Le fantôme des toilettes, qui est pas très drôle et pas très présent, je trouve, et qui alourdit, qui est très présent, pardon, et qui du coup... moi perso, je trouve que ça alourdit un peu l'histoire. Je comprends l'idée qu'on est encore un peu sur un film pour enfants, film familial, mais je trouve pas le personnage très drôle, je trouve pas très intéressant, je trouve qu'il est amené de manière un peu kitsch, avec ce côté couette, lunettes. Je suis une fille, donc je geins, donc je sais pas. Je suis vraiment pas fan du truc. Je trouve que ça alourdit le film, même si je comprends que ça sert l'enquête et que c'est, encore une fois, bien placé en termes de construction d'enquête. Là, on sent que Stephen Close a fait un bon taf à partir du livre de J.K. Rowling, mais J.K. Rowling, elle est plutôt douée, je trouve, pour faire des histoires d'enquête relativement simples, mais juste assez prenantes pour qu'on soit dedans. Il y a aussi, quand je disais les éléments un peu lourds du film et un peu gros, c'est le personnage de Ginny Weasley, qui à la fin se trouve être le traître, entre guillemets, où elle a été possédée. Bah, grosso modo, elle est introduite dans le film, et ensuite, on la voit pas du tout, quasiment plus du tout, jusqu'à la fin, quoi. Et à la fin, on nous joue un petit peu, tada, c'était elle, en fait. Enfin, j'imagine que dans le livre, c'était un peu plus subtil, mais dans le film, ça fait un petit peu, voilà, elle débarque un petit peu en mode... En fait, on n'est même pas sûr, au final, à la fin, qu'on aurait besoin qu'ils nous disent ça. Tant mieux, ça explique pourquoi ils l'enlèvent, blablabla, pourquoi ils doivent la chercher. Mais au final, il aurait pu l'enlever en disant, voilà, elle est amoureuse de toi, essaie de la sauver, pardon. Et ça aurait été tout à fait compréhensible, et on aurait compris pourquoi il veut sauver la sœur de son meilleur pote. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était même plus nécessaire, je trouve, à la fin, quelque part. Donc bref, du coup, j'ai pas trouvé ça très subtil. Et bien sûr, le coup du livre, hein, de Lucius Malfoy qui met le livre, qui enlève un livre et qui en rend deux à la petite Ginny Weasley dans son cartable, je veux dire... Non, le mec te rend deux livres et tu le vois pas de suite, je veux dire... Elle a pas regardé son sac en disant « Hé, maman, t'as vu ça? Qu'est-ce que c'est ?» Enfin, vous voyez ce que je veux dire, là, je veux dire, là, il y a vraiment un côté cinéma, hein, parce que je n'arrive pas à croire ça, vraiment. Et où encore, à la fin, Malfoy qui donne une chaussette sans le vouloir à Dobby, mais Dobby est libre. C'est-à-dire que Malfoy, il pouvait pas dire « Non, je voulais pas te la donner. » Non, il lui a donné, c'est bon, c'est réglé. Enfin, je veux dire, si c'était un truc de mauvaise foi, comment Dobby s'est pas sauvé 60 millions de fois, quoi, avant, quoi. Parce qu'il aurait donné un truc, il lui rend, il fait « Ah, vous m'avez donné un vêtement, salut !» tu vois. Enfin, je sais pas... Vous voyez ce que je veux dire, il y a un changement d'état psychologique du personnage de Dobby, je dis pas qu'il est mal écrit, et qu'il comprend pourquoi à la fin, symbolisé à la fin par le fait qu'il botte le cul de son ancien maître qui était un crétin, et un sadique. Et un mec très dangereux et violent d'ailleurs. Mais en l'occurrence, voilà, c'est un peu gros comme fait. Même si j'ai bien dit c'est bien géré, ce qui fait que ça passe. C'est un peu gros comme effet, mais ça passe. Et c'est parce que le nœud de l'intrigue, tout ce côté vertigineux autour du fourche-langue fonctionne à fond. Ça propulse vraiment le film à partir de là vers, on va dire, une intrigue plutôt passionnante et assez mystérieuse. Même pas forcément. On n'est pas chez Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais à ce niveau-là d'enquête, ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Et quand je dis ce niveau-là, c'est-à-dire un film familial, et visiblement le type d'enquête que J.K. Rowling apprécie d'écrire. Sans compter que, voilà, je disais encore, un des effets du film que je trouve qui fonctionne pas, c'est Dobby, hein, qui est un personnage numérique. Donc c'est vraiment dommage, ça a tendance vraiment à affaiblir le film par moments. Bien que le personnage soit bien... Les individus soient classe, c'est la texture, je sais pas comment expliquer ça plus que ça, la lumière, la texture. On dirait des gens qui interagissent avec un cartoon, voilà. Encore une fois, tous ces défauts-là passent parce que le nœud du fourche-langue est évident et répond à la tension principale. Harry est-il l'héritier de Serpentard ou de Voldemort? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment bien, ça, je trouve que la tension fonctionne. C'est un film qui est encore pour enfants malgré tout, comme je le disais. Hein. Encore une fois, on a deux enfants qui trouvent la chambre des secrets, alors que ça fait des années qu'il y a des profs qui sont là qui la cherchent, alors que ce soit, j'ai envie de dire, Dumblecon à un moment donné, ou Cerberus stupide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, les profs, ça fait des années qu'ils n'ont pas trouvé l'entrée, alors que c'était visiblement pas magique. Entre guillemets, il suffisait de parler de fourche-langue. Ils auraient mieux au moins trouver le lieu et dire on n'arrive pas à ouvrir la porte. Là, ça aurait été un peu plus compréhensible, mais même pas. Ils ont pas trouvé le lieu, quoi. Donc tu dis, bon, ils ont jamais cherché, quoi. Bon, bref.
Il faudra m'expliquer pourquoi d'ailleurs, parce qu'ensuite ils laissent... S'ils savent que ça existe et qu'il y a un monstre dedans, ils auraient peut-être dû essayer d'y aller pour l'arrêter, j'en sais rien quoi. Enfin bref. Les autres éléments très drôles et qui fait vraiment film pour enfants, c'est le basilic est très attentiste quand même par moment, et Harry... et en plus Harry qui arrive à percer un monstre de 15 mètres alors que c'est un gosse. Voilà, tu vois vraiment des plans où le basilic il attend qu'Harry soit juste sorti pour hop, j'ai failli te choper mais je voulais pas te choper en fait. Oui, bon. Il court à un moment donné, le basilic arrive sur lui, ouais. Même avec l'arrivée du phénix, je crois il aurait été un poil en retard quand même. Surtout avec un animal qui va aussi vite. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est les fêtes que je suis un peu claqué, mais je vais me reprendre. Sinon, on a encore l'élément comique qui est joué par le personnage de Gilderoy Lockhart, hein, interprété par Kenneth Branagh. C'est un comic relief, quoi. C'est un peu trop évident. On sait dès le début que c'est un imposteur, ça se voit. La révélation, du coup, elle fait un peu plouf. Le fait qu'il s'oublie être lui-même n'est pas surprenant non plus. Bon, alors Kenneth Branagh est encore très bon comme d'habitude. Il y a des moments où vraiment ça fait sourire parce que le personnage est vraiment beaucoup trop imbu de lui-même. Et qu'il le joue à fond et qu'il s'exagère à fond dans le film. Mais bon, ça fait un peu film pour enfants dans le mauvais sens. Par moments, c'est un peu lourd. Là où ça aurait pu être drôle en étant joué beaucoup plus au premier degré dans la mise en scène. Là, c'est vraiment trop du... Vous voyez, il se la pète, il croit vraiment qu'il est bon. Vous voyez, il est nul. Plusieurs fois dans le film, il doit faire des trucs et il se plante. Alors, tu vas dire, non, mais c'est bon, on a compris, c'est un imposteur, stop. Donc du coup, la partie où on va le voir et que les profs comprennent pas que c'est un imposteur, ou vous n'arrivez pas à démasquer le fait que c'est un imposteur, ça je comprends pas non plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Harry, Ron, ils règlent tout dans cette... et Hermione, ils règlent tout dans cette école, alors qu'en fait, il y a des super magiciens comme profs. Enfin bref. Tu te demandes si à un moment donné, eux, ils se lavent un peu les mains, ils se disent pas plutôt, bon, les gamins vont régler les choses, hein, nous, on va conserver notre boulot de fonctionnaire. Vous voyez le délire, quoi. Mais même avec ces défauts-là, le film est bien tendu, règle toutes les questions de suspension d'incrédulité, je trouve. Ça c'est vraiment le truc. La suspension d'incrédulité, c'est grosso modo, je sais bien, mais quand même. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc je fais la version courte. Leonardo DiCaprio rentre une pièce à l'écran, vous voyez, on est sur le cinéma, il rentre dans une pièce, il dit je m'appelle Dom Cobb, et le spectateur, vous, moi, tous, on va dire ok, dans ce film-là, il s'appelle Dom Cobb. C'est faux, il s'appelle Leonardo DiCaprio. Mais on accepte le truc, c'est un bon exemple de je sais bien que c'est faux, mais quand même je vais y croire pour que l'histoire puisse exister. Et là, le fait est que la tension globale de Harry Potter et la Chambre des Secrets fonctionne assez bien pour masquer les défauts ou les grosses ficelles, comme je le disais avant. Le casting entre-temps a pris aussi 1 et 2 ans, et tant mieux, parce que je trouve que les acteurs jouent beaucoup mieux et sont devenus vraiment complètement leur personnage. C'était bien dans le 1, hein, c'était des gamins et tout ça. Ils jouaient vraiment bien pour des gamins. Mais dans le 2, vraiment, il y a une prise d'assurance des différents acteurs qui est assez impressionnante. Hein. Je parle bien du casting principal. Mais globalement, je trouve même que le casting se met au niveau de Alan Rickman, donc de Sirius Rogue, Snapes pour les anglophones. Même si dans celui-là, il est beaucoup plus en retrait dans le film, il reste impeccable. Et au niveau du casting, j'ai envie de souligner la performance de Jason Isaac dans le rôle de l'ennemi. Hein, c'est lui l'ennemi de Harry Potter 2, donc Lucius Malfoy. Je le trouve très bon. En méchant à peine masqué, snob et violent. Notamment les scènes avec Dobby sont très très bien. On le voit le taper plusieurs fois pour rien. Il lui met des coups de pied, le jarte. Il est vraiment horrible. C'est un bon méchant de film pour enfants en quelque sorte. Il est inquiétant, hautain et méprisant. Mais il tombe pas dans la caricature. Le jeu de Jason Isaac a beaucoup de retenue dans celui-là. Ce sera beaucoup moins le cas dans les films suivants, j'en parlerai au moment venu. Mais en l'occurrence là, je trouve qu'il est très bien introduit, il est vraiment classe comme méchant pour ce film, pour un film pour enfants et pour ce film. Et Jason Isaac a eu de très bonnes idées, comme par exemple ajouter les longs cheveux longs, la canne, qui lui donne un côté encore plus snob et encore plus aristocratique, sang pur, qui marche très très bien, et qui l'incarne très très bien, je trouve, dans les différents films. Ensuite, ces fameux cheveux longs et cette canne. Pardon. Tout ça pour dire Harry Potter 2 est un bon opus. Harry Potter 2 est un bon opus. C'est le dernier film de Chris Columbus. Et tant mieux. Parce que je pense qu'il était au maximum de ce que son académisme de style de cinématographique pouvait faire, je pense. Mais en l'occurrence, il finit vraiment en donnant un bon élan à la série. Cette fois, la série elle est bien lancée. Je trouve que Harry Potter 1 était trop sage pour pouvoir être suivi par un autre public, un public enfantin. Et le 2 a justement l'intelligence de réussir cette tension, cette transition.
Harry Potter 2, donc la Chambre des Secrets, donne corps à une intrigue policière de bonne facture, et des menaces visuelles, et les menaces visuelles sont pour le coup spectaculaires. Le basilic, encore une fois, est vraiment classe. Je répète mon bémol, hein, il y en a un autre encore, il y a le combat avec le phénix qui est pas très intéressant, on comprend pas trop ce qui passe, il faut vraiment bah, c'est pour le coup Voldemort qui dise derrière, ah oui, tu as crevé les yeux du basilic, mais qui peut te sentir. Donc voilà, là c'est que ça prouve que c'était pas, en termes de mise en scène, c'était pas très réussi, on comprenait pas forcément ce qui se passait. Mais globalement, les effets de tension sont bien mesurés. J'ai beaucoup aimé par exemple la mise en place tout doucement de quelque chose de violent dans l'univers d'Harry Potter, avec le sang du chat qui est pendu, là, les pétrifications, la blessure au match de Quidditch, hein, puisque dans le premier on avait un des gamins qui se cassait le poignet, et puis là on a le Harry qui tombe et qui se casse le bras, avec cette scène assez drôle où il se fait ramollir, on lui enlève les os du bras, qui est assez drôle et horrible à la fois. Le film trouve bien je trouve cette point d'achoppement, ça reste de l'humour familial pour toute la famille, mais c'est une petite pointe d'horreur ou qui rappelle un petit peu la menace et qui permet à la tension de continuer d'exister. On a aussi le fameux plan où quand ils sont dans la forêt qui fuient les araignées, Ron et Harry, où t'as l'araignée qui chope Harry par derrière, qui est par le cou, que je trouve qui est très gloomy, très, très glauque comme ça, c'est assez réussi ça aussi. Évidemment la morsure du basilic, hein, où Henry Potter est blessé, empoisonné, alors que c'est un gosse, ça c'est plutôt réussi aussi. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Et en l'occurrence, ça souligne bien que l'univers d'Harry Potter est un univers violent. Alors pour la petite parenthèse de cohérence, pour moi c'est l'incohérence ultime, hein, parce qu'il arrive beaucoup trop de choses violentes à ces gamins, quoi. Comment on pourrait envoyer son gosse dans une école où les gamins reviennent avec des bras cassés et des machins tous les mois, il y a des histoires de monstres et de seigneurs de la mort qui arrivent toutes les saisons, et les parents envoient quand même leurs enfants ici. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est... pour moi c'est une des grosses incohérences du film, c'est la violence qui peut se passer à Poudlard et qui visiblement pose problème à personne. Je mettrai encore un point positif sur le film, sur les effets spéciaux numériques et animatroniques, qui sont mieux gérés encore que le numérique. Par exemple, il y a des plans où le basilic, clairement, ils ont créé un modèle taille 1 du basilic, qui est superbe, qui est vraiment terrifiant, une grosse tête comme ça. Certains effets du Soul Conner aussi, une très très bonne 3D. Les araignées menaçantes aussi, ça fonctionne bien. Même si dans tout le bestiaire, il y a quand même un animal que je trouve en dessous, c'est le phénix, notamment en animatronique, quand il est à côté de Harry, on voit que c'est une marionnette, quoi. C'est juste pas un oiseau, quoi. Les gestes qu'il fait, on dirait... on voit tous les éléments de l'animatronique, vous voyez ce que je veux dire, qui s'arrête en tremblant et tout ça, enfin... C'est vraiment pas réussi, ça, hein. Notamment le coup de l'alarme aussi, wow. Là c'était un peu poussif, c'est vraiment le côté poussif. Il n'y a pas que des bons effets dans le film, et c'est malheureusement un des points importants, donc je vais pas dire non plus que c'est parfait. Mais globalement, entre le 1 et 2, il y a quand même eu un bon d'effets spéciaux. Pour conclure, grosso modo, cette première partie sur Chris Columbus, je dirais que Harry Potter 1 et 2 sont des films bons au final. C'est un bon couple de films pour lancer une série au cinéma. Il faut un petit peu survivre au 1, mais c'est une série qui pour le coup, le 2 récupère bien les choses et ajoute une tension, j'ai envie de dire. C'est un peu ce dont je parlais dans ma critique du 1, ce petit effet de danger réel, de choses un peu plus dures à voir pour des enfants, qui fait que voilà, on franchit le Rubicon une fois pour toutes, du fameux meurtre de la licorne dans le 1, on passe vraiment à l'arrivée du basilisque, à des enfants qui sont blessés les uns après les autres, avec des effets de pétrification qui sont modérés, mais qui pour le coup ajoutent une vraie tension, le sang notamment sur les murs, côté comme ça un petit peu gore, qui débarque au bon moment et qui du coup lance vraiment bien l'intrigue. Et cette série, après Harry Potter 2, je pense qu'on a envie de voir la suite, honnêtement. Même s'il n'est pas parfait, hein, comme je dis, il y a des grosses ficelles, il y a un côté très académique qui peut rebuter, mais qui pour le coup je trouve fonctionne mieux dans celui-là que dans le 1. Mais grosso modo, je trouve que la série est bien lancée après celui-là. Maintenant, après, pour la suite, la série devait encore s'assombrir et devenir adolescente, en quelque sorte. Et justement, ils ont demandé à Alfonso Cuarón de taffer dessus. On verra ça dans le prochain récapitulatif. Je voulais juste revenir un petit peu sur le départ de Chris Columbus, parce que j'avais eu des versions différentes et j'ai du mal à trouver des éléments, j'en reparlerai probablement. Pendant longtemps, j'avais lu notamment dans Mad Movies, je crois, ou je sais plus où, je retrouve pas la source, que Chris Columbus était parti, non pas pour des questions artistiques ou de divergence, mais pour deux raisons. La première, c'est qu'il avait des enfants en bas âge et qu'il se rendait compte que
les Harry Potter, ça allait durer 10, 12 ans, et que s'il continue à les réaliser, ben, il allait plus les voir, hein, c'est un rythme beaucoup trop rapide de films. Il faut bien comprendre que les Harry Potter, faire 8 films en 10 ans, ça revient pour un réalisateur à finir, grosso modo, le montage, quand un tournage est fini, les plans partent au montage, en post-production et tout ça, le réalisateur les suit de loin, il commence déjà la pré-production du film suivant, et il faut que la pré-production passe en priorité pour que le film suivant soit pas décalé, ainsi de suite. Donc en fait, on fait la pré-production du film suivant, on s'occupe des images qui sont en train d'être post-produites, effets spéciaux et tout ça, en même temps il y a le montage, et en même temps il y a la musique qui est mise sur les bouts de films qui sont déjà finis. Vous voyez le rythme, quoi, c'est débile, on peut subir un rythme comme ça, c'est complètement fou, quoi. Faut vraiment s'accrocher sa ceinture, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour David Yates, qui a grosso modo supporté ce rythme, qui était absurde au possible sur les 4 derniers films. Mais je reviendrai là-dessus au moment venu. Donc Chris Columbus l'a carrément dit, je verrai pas mes enfants, et encore une fois, c'est vrai. Ça par contre, je trouve qu'il a son argument, il a pu mentir, peut-être qu'il y avait d'autres raisons, mais cet argument-là quand même s'entend dans une machinerie, une production d'une lourdeur pareille. Et en parallèle de ça, j'avais entendu moi surtout que les rapports avec J.K. Rowling s'étaient durcis, qu'il en avait un peu marre, et qu'au bout d'un moment, bah, l'omniprésence de l'écrivain lui avait beaucoup handicapé, et que ça avait été beaucoup la guerre sur Harry Potter 2, et qu'il y a pas mal de séquences où il a un peu imposé ses choix de manière un peu forte, et que ça avait été un petit peu tendu. Et qu'il était parti aussi en mode J.K. Rowling, je peux pas continuer sur les Harry Potter, ça me demande trop de taf, surtout si j'ai quelqu'un derrière moi qui grosso modo chapeaute tout. Et effectivement, j'avais encore eu des infos ensuite sur les réalisateurs suivants, Alfonso Cuarón et Mike Newell, qui disaient grosso modo des choses plus ou moins similaires. Malheureusement, je ne retrouve pas les sources. Alors, je sais pas. Si je retrouve pas les sources, je vais devoir passer par la version officielle, qui est que Chris Columbus est parti parce que il n'allait plus voir ses enfants, et il avait raison, concrètement. Et je vais devoir taire ce que j'avais lu à l'époque et que je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas les sources, donc je peux pas vous dire que... je peux pas vous le prouver. Donc c'est un peu limite, mais que, voilà, elle avait un rapport compliqué parce qu'elle tenait beaucoup à son univers, elle défendait énormément, et du coup elle empêchait beaucoup les réalisateurs de s'approprier l'objet, d'en faire des films à proprement parler. Ce que pourtant Alfonso Cuarón va réussir, et film qui est aujourd'hui, selon J.K. Rowling, un de ses films préférés, voire le film préféré de la série des 8 Harry Potter. Ce qui est quand même dingue, puisqu'à l'époque, moi j'ai cru comprendre que c'était elle qui avait poussé à un moment donné pour que Cuarón s'en aille, parce qu'il avait fait un film qui était trop différent, trop personnel vis-à-vis de son univers. Si je retrouve des traces de ça, je vous en parlerai plus, mais comme je ne retrouve pas, là, je suis un peu coincé. On verra, on va continuer. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ça suffit sur Harry Potter 2, je pense. J'aurais pu encore vous parler un petit peu de l'arrivée du personnage de Voldemort, que je trouve moyen, parce que je trouve l'acteur qui interprète Voldemort notamment pas terrible. Je trouve que son jeu est très moyen, tout simplement, et c'est dommage pour interpréter Voldemort. Mais comme il arrive de manière un peu déguisée, un peu embillée, je trouve l'idée en même temps scénaristique qui vient du livre, hein, et l'adaptation en film plutôt sympa, je peux pas non plus critiquer trop ça. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur Harry Potter 2. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire un pitch. Désolé. Donc voilà, j'ai oublié de vous faire le pitch Harry Potter 2. Donc là, comme on est à la fin, c'est un peu foutu. Mais grosso modo, vous avez compris l'idée. Et puis, comme c'est avec spoiler, je vous conseille de le voir. Quitte à vous être tapé Harry Potter 1, autant faire le 2, parce que je trouve que le 2 remonte le niveau et boucle bien le travail de Chris Columbus sur cette série. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode de la série à voir sur la suite, le récapitulatif de Noël 2018 des Harry Potter, donc 10 ans plus tard. Vous pouvez Instagrammer, Facebook, ainsi de suite, mais surtout commenter, donnez-moi votre avis, c'est ça qui m'intéresse le plus. Likez, partagez si vous voulez, mais surtout donnez-moi votre avis, c'est ça qui m'intéresse le plus, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour votre écoute, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la série à voir. Salut les amis, à bientôt.